Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Emmanuel Dupao et aujourd'hui nous allons assister à une présentation dans le cadre des webinaires d'Aftermath. Avant cela, je vous précise la date du prochain webinaire, le 21 février. Philippe Mogis nous parlera de thermodynamique d'alliage du système fer-carbone. Donc notez dans vos agendas d'ores et déjà, et puis Sophie enverra un message présentant le résumé ainsi qu'un lien. Donc, nous enchaînons tout de suite avec la présentation de Caroline. Donc, Caroline Denier vient de terminer sa thèse. Elle a soutenu le 30 novembre 2023. Elle était à la fois à cheval sur le CEMTI à Orléans et le laboratoire d'études expérimentales des accidents graves du CEA Cadarache avec Pascal Piluso et Jules Delacroix. Et elle va nous parler, elle est en partance normalement prochainement pour un postdoc, ce que je lui souhaite évidemment. Et elle va nous parler aujourd'hui donc de son sujet de thèse qui porte sur la détermination et la modélisation de propriétés thermophysiques du corium pour des applications accidents graves. Préparez-vous, ça va chauffer. À toi, Caroline. Merci. Bonjour à tous. Comme Emmanuel l'a dit, donc, je vais vous présenter une partie enfin, du coup, je vais vous représenter ma soutenance de thèse, qui porte sur la détermination et la modélisation de propriétés thermophysiques du corium pour des applications accidents graves. Ok, c'est bon. Les événements anormaux et inhabituels pouvant survenir au sein d'une installation nucléaire sont classés donc sur cette échelle INES. Dans le cadre de ma thèse, donc, nous sommes intéressés aux accidents graves, c'est-à-dire les accidents qui sont classés au niveau 5 ou plus. Il y en a trois que nous pouvons citer qui se sont produits. Trois cas industriels. Donc, le premier cas, c'est l'accident de Three Mile Island, qui a eu lieu donc, en 1979 aux États-Unis, donc sur un réacteur de type réacteur à eau pressurisée. Et c'est la première fois où on a observé donc une fusion du cœur et la formation de ce fameux corium. Quelques années plus tard, il y a eu l'accident de Tchernobyl, donc en 1986. Donc cette fois-ci sur un réacteur de type RMK. C'est un accident qui est survenu donc, à la suite de plusieurs phénomènes. Et donc cette fois-ci, le cœur s'est retrouvé complètement exposé à ciel ouvert. Il y a eu donc, les conséquences qu'on connaît. Et donc plus récemment, il y a eu l'accident de Fukushima Daiichi, donc, qui est survenu en 2011 à la suite du tremblement de terre et du tsunami. Cette fois-ci sur un réacteur, sur des réacteurs de type réacteur à eau bouillante. Et donc, dans le cas d'accident grave nucléaire, donc, on va avoir une élévation de la température à des températures de plus de 2000 degrés, qui va conduire à la fusion du cœur et à la formation de corium, qui est le matériau auquel je me suis intéressée dans le cadre de ma thèse. Donc le corium, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un matériau radioactif dont la composition va évoluer au cours de la progression de l'accident. Et c'est un mélange multi-éléments et très haute température. Donc, il va être initialement composé donc, de combustible nucléaire, donc dioxyde d'uranium, de nombreux produits de fission, de différents métaux qu'il va incorporer au fur et à mesure, qui proviennent à la fois de la gaine de caloïde et de la cuve d'acier. Et il va également contenir des oxydes fondus. Et il va être donc à très haute température. Et il est multiphasique dans le sens où il contient à la fois des solides, des liquides et des gaz. Donc, lors d'un accident grave, de nombreux phénomènes vont se produire. Et nous voyons ici, par exemple, le phénomène de l'anti-opération corium-eau, qui peut se produire soit au sein de la cuve, soit en dehors de la cuve, lorsque notre jet de corium, donc à très haute température, va entrer en contact avec de l'eau. Le jet de corium va alors se fragmenter et peut conduire à une explosion, donc on appelle explosion vapeur, qui va être équivalente à une détonation et qui peut endommager sensiblement notre enceinte de confinement.
Donc, dans ce phénomène, on a plusieurs nombres adimensionnels qui interviennent. On a le nombre de Weber qui se compose donc de la masse volumique et de la tension de surface et qui va impacter donc la fragmentation du jet et donc l'énergétique de cette explosion de bataille. Et on a aussi le nombre de Meusberg qui lui va plutôt caractériser la déformation de nos gouttelettes et dans lequel interviennent la viscosité, la masse volumique et la tension de surface. Donc on voit que nos propriétés thermophysiques vont avoir un impact sur notre accident grave et qu'on a donc besoin de les connaître. Donc les objectifs de ma thèse étaient de parvenir à mesurer et proposer des lois pour les propriétés thermophysiques du corium. Nous avons restreint l'étude au corium en cube et nous verrons aujourd'hui les résultats qui ont été obtenus sur le système USADRO. Nous avons sélectionné 3 propriétés car nous avons vu qu'elles pouvaient intervenir en cas d'accident grave. Donc, nous avons la masse volumique, la tension de surface et la viscosité. L'objectif est d'obtenir des mesures fiables et en ce qui concerne la modélisation, nous avons à la fois la modélisation de l'évolution de la propriété en fonction de la température et de la composition, mais également la modélisation de la propriété en elle-même pour pouvoir la prédire. Pour répondre à cela et pour obtenir des propriétés fiables, nous nous sommes basés donc, sur le triptyque température, composition, mesure. Donc, la température, l'objectif, ça va être de pouvoir déjà parvenir à atteindre nos températures cibles, car nous avons vu que c'était des températures élevées de plus de 2000 degrés, de parvenir également à obtenir une mesure correcte de cette température. Et pour cela, nous nous sommes également appuyés sur des calculs thermodynamiques qui nous ont permis de connaître un petit peu mieux les températures à viser. Au niveau de la composition, il est possible qu'elle soit modifiée au cours des essais, particulièrement en raison des difficultés liées à la température. Et donc, nous avons réalisé des analyses post-mortem pour nous assurer de cette composition. Et enfin, au niveau de la mesure, on entend par là à la fois la mesure de la propriété en elle-même avec toutes les incertitudes de mesure qui y sont associées, mais également le choix du dispositif expérimental en fonction des propriétés qu'on veut obtenir, également de la nature du matériau, et également tout le processus de post-traitement qui va également avoir un impact sur la mesure obtenue. Et donc, nous avons appliqué cette démarche à la fois sur des matériaux non actifs, donc nous verrons aujourd'hui le système d'Adaro, et également donc, sur des matériaux actifs, c'est-à-dire radioactifs, et nous verrons donc le cas du corium USADRO. Au niveau des dispositifs expérimentaux pour parvenir à ces mesures de propriété, il y en a de deux types qui sont complémentaires et qui ont tous deux été utilisés dans le cadre de cette thèse. Nous avons à la fois des méthodes avec contact, donc qui sont des méthodes où notre échantillon va être placé au sein d'un creuset ou sur un support. Nous verrons le cas de la pression maximale de bulle qui a été utilisée. Et nous avons en complément donc, toutes les méthodes sans contact où l'échantillon est maintenu en lévitation de différentes manières. Et nous verrons le cas du dispositif de lévitation aérodynamique qui a également été utilisé lors de ma thèse. Donc après cette introduction, je vais vous présenter donc l'étude des propriétés du système ZRO. Puis nous rajouterons de l'uranium dans ce système et nous verrons également la modélisation d'une des propriétés. Et enfin, j'arriverai aux conclusions de mon travail de thèse ainsi qu'aux perspectives. En ce qui concerne l'étude des propriétés du système ZRO, on s'est d'abord intéressé à ce système car ça nous permet de ne pas avoir toutes les contraintes inhérentes à la manipulation des matières nucléaires, mais également parce que le zirconium, c'est le composant principal des gaines qui contiennent les pastilles de combustible.
Et en raison de la présence de vapeur d'eau au sein de notre réacteur, et donc d'oxygène, ce zirconium va être amené à s'oxyder assez rapidement durant l'accident. Et donc, ce système ZRO est très présent dans notre corium dès le début de sa formation. Et ses propriétés sont donc importantes à connaître. Au niveau de l'état de l'art, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même quelques mesures qui ont été faites pour le zirconium, donc à la fois de sa masse volumique, de sa viscosité et de sa tension de surface. Donc pour ces trois propriétés, il y a plusieurs publications qui contiennent des données, même si la composition même si la composition de l'échantillon n'a pas toujours été vérifiée. Lorsqu'on prend son oxyde, donc la zircone, on a uniquement deux publications qui contiennent des données sur sa masse volumique et une seule qui va nous donner des valeurs de viscosité et de tension de surface, et la composition n'a pas été vérifiée. Et si on regarde les composés intermédiaires, enfin, d'autres compositions, donc des oxydes stoichiométriques, cette fois-ci, il y a eu des analyses de la composition, mais on voit que bien souvent, on n'a qu'une seule publication qui nous donne des valeurs. Donc, on voit qu'on a quelques données sur ce système, mais qu'il y en a également beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas. Et donc, on va avoir besoin de faire de nouvelles mesures. Pour cela, donc nous avons sélectionné quelques compositions. Donc, nous avons à la fois choisi de nous intéresser à l'oxyde de zirconium et également à deux compositions euh, qui, qui sont plutôt riches en oxygène par rapport à ce qu'on peut retrouver dans la littérature. Et donc, je vais commencer par, je vais commencer donc par vous présenter les mesures qui ont été effectuées sur la zircone au CNC, donc à Orléans, par lévitation aérodynamique. Donc, en lévitation aérodynamique, notre échantillon se présente ici donc, sous la forme d'une petite bille d'environ 2 mm de diamètre et elle est maintenue sans contact au-dessus d'une buse grâce à un débit de gaz. Donc, nous utilisons ici un mélange argon-oxygène. Le chauffage est réalisé donc, par deux lasers CO2. Le fait de placer un second laser donc, en dessous de notre échantillon permet d'éviter d'avoir un gradient de température trop important au sein de la bille. Et la température est obtenue par pyrométrie. On vient ensuite, grâce à une caméra rapide, acquérir des images donc, en nombroscopie de notre bille. Donc, on a ici un rétroéclairage ainsi qu'un filtre qui nous permet donc, de ne récupérer que certaines lumières d'onde. Et on utilise également une seconde caméra placée au-dessus de l'échantillon qui va nous permettre de nous assurer que la bille n'a pas de mouvement parasite durant les mesures. Et donc, ça va également nous donner des informations supplémentaires. Et on peut également donc, placer des haut-parleurs ici donc, sur le trajet du gaz, ce qui va nous être utile par la suite pour les mesures de viscosité et de tension de surface. Donc, cette méthode de lévitation aérodynamique, c'est donc un dispositif sans contact qui permet un chauffage rapide et d'atteindre des hautes températures. Par exemple, on peut atteindre des températures de l'ordre de 2900 degrés en quelques minutes. Donc, voici un exemple d'image qu'on obtient avec la caméra rapide. Donc, on voit ici notre bille, donc le zircone qui est liquide. Et ici, nous avons la buse qui va toujours masquer une partie de notre bille. En ce qui concerne l'obtention de la masse volumique, nous allons pouvoir faire une détection de contour et grâce à ce contour, nous allons pouvoir, en supposant que la bille est un ellipsoïde, nous allons ensuite pouvoir remonter donc, à sa masse volumique. On va ensuite imposer, grâce au parleur, donc, une excitation acoustique. On peut observer donc, la bille qui se met à osciller. Donc à la fois la partie forcée et nous avons ensuite l'amortissement de ces oscillations. La fréquence d'oscillation de la goutte va nous permettre de remonter à sa tension de surface.
Et la partie amortie, donc la constante d'amortissement, va nous permettre de remonter à sa viscosité. Donc on peut voir ici les oscillations qui s'amortissent ensuite. La température, elle est mesurée par pyrométrie, mais on ne connaît pas l'émissivité de notre zircone. Euh, donc, idéalement, si on connaissait l'émissivité, ça serait plus simple à corriger. Mais ce qu'on fait pour cela, pour corriger la température, on s'appuie donc sur ici donc notre pic de solidification. On va pouvoir, on suppose donc que la température à ce moment-là est égale à la température de fusion de notre zircone, donc de 2715 degrés. Et on va pouvoir ensuite, grâce à cela, estimer l'émissivité de la zircone. Et en supposant qu'elle est constante sur notre plage de température mesurée, on va pouvoir effectuer une correction de la température et obtenir ainsi donc, une meilleure approximation de la température réelle de notre échantillon durant nos mesures. Pour pouvoir parvenir à mesurer ces propriétés, il est nécessaire d'ajuster plusieurs paramètres expérimentaux. Donc, il faut que notre goutte soit suffisamment stable pour ne pas risquer de se coller aux parois de la buse ni d'être éjectée en dehors de la buse durant les mesures. Il faut qu'elle soit suffisamment visible par la caméra rapide. Donc, ce qu'on peut voir ici, donc, c'est qu'on a toujours une partie de la buse qui va masquer une partie de notre bille. Et s'il n'y a pas un- une partie suffisamment importante de la bille qui est visible, comme ici, on va extrapoler son diamètre et on risque de faire plus d'erreurs que lorsque notre goutte est bien visible comme ici. On va également vouloir faire en sorte que notre bille ne soit pas trop déformée. Et c'est là qu'intervient surtout la caméra supérieure, comme on l'a mentionné précédemment. Donc, en effet, la caméra rapide, elle va avoir seulement une partie de l'information et on va ensuite supposer que les diamètres sont égaux, donc, comme là, les cas ici. Mais si la bille est trop déformée, cette hypothèse n'est plus vraie et on va obtenir des erreurs sur les propriétés obtenues. Et donc, pour cela, il y a plusieurs paramètres sur lesquels on peut jouer. À la fois la composition du gaz, donc en ajustant la proportion d'oxygène. On peut jouer également donc, sur le débit du gaz, qui va permettre de mieux stabiliser et peut-être rendre un petit peu plus visible la bille. On peut jouer également sur la masse de la bille, ce qui va avoir également une influence sur sa taille. On peut jouer sur la géométrie de la buse et notamment l'angle ici à l'intérieur ainsi que l'ouverture de ce petit diamètre ici par lequel qui permet donc de faire léviter la bille. Et enfin, afin d'éviter au maximum les problèmes de vaporisation, on va pouvoir adapter à notre protocole de chauffage. Donc, une fois qu'on a ajusté tous ces paramètres expérimentaux et qu'on a un bon compromis, on va pouvoir effectuer nos mesures. Donc, en lévitation ergodynamique, nous avions choisi de nous intéresser à la zircone, donc, car il y a peu de données sur cet élément dans la littérature et elle a une température de fusion élevée de 2715 degrés, donc on peut atteindre assez rapidement grâce à notre chauffage laser. Et c'est un élément également qui va être présent potentiellement dès le début de la formation de notre corium et donc qui va nous intéresser dans le cadre des activités. Donc, voici les résultats que nous avons obtenus pour la masse volumique. Donc, nous avons ici la température de fusion de la zircone, donc de 2715 degrés. Nos mesures sont les points en bleu que nous pouvons voir ici. Nous avons également tracé les autres mesures de la littérature, donc les points de Kondo, dont une grande partie ont été obtenus en dessous de la température de fusion, et également les points de Kohara. On peut voir que nos points sont peu dispersés, possiblement car nous avons effectué une correction de la forme de la goutte. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on essaye de faire en sorte que notre goutte ne soit pas trop déformée, mais étant donné que c'est un compromis
justement tous ces paramètres, on ne peut pas la maintenir dans une forme idéale. Et donc, les images obtenues grâce à la caméra supérieure, donc on a ici notre échantillon qui est liquide. Et ce que vous voyez ici autour, c'est la buse. On voit que notre goutte est légèrement déformée. Et grâce à ces images, on va pouvoir obtenir le dernier virus, donc qui est celui-ci, qu'on supposait auparavant égal à celui-là. Et donc, nous allons pouvoir corriger la forme de la goutte, et ce qui nous a permis d'avoir ce bon alignement des points et d'obtenir une masse volumique de la zircone de 4890 kg par mètre cube par extrapolation à sa température de fusion donc de 2740 degrés. Et on voit que lorsque la température augmente, cette propriété a plutôt tendance à diminuer. En ce qui concerne la tension de surface, donc nous avons vu précédemment que la tension de surface de la zircone était reliée à sa fréquence d'oscillation. Mais lorsqu'on effectue une transformée de Fourier de l'extrait signal temporel, on obtient ce type de signal. Donc ici, en orange, nous pouvons voir que nous avons plusieurs fréquences qui sont présentes. Et cela nous fait penser que ce sont des oscillations multimodes. Donc, normalement, on devrait avoir uniquement ce mode-là, donc qui est celui qu'on voyait lors des oscillations forfait. Mais visiblement, il se pourrait que nous ayons également les modes m égale 1 ou m égale 2 qui soient présents. Et donc, afin de mieux comprendre l'effet d'oscillation multimode sur les images obtenues à la caméra rapide et sur les différents et sur le spectre fréquentiel obtenu, nous avons réalisé la simulation de l'oscillation d'une goutte. Donc, que nous pouvons voir donc, ici en 3 dimensions, ainsi que la projection sur un plan comme si c'était vu par la caméra rapide. Et en complétant par une étude de la littérature, nous avons pu attribuer les différentes fréquences à un mode d'oscillation et ainsi obtenir cette formule de correction multimode. Et donc, ça nous a permis d'exploiter et donc d'obtenir des valeurs de tension de surface de la zircone. On peut voir nos mesures qui sont ici en bleu foncé, avec une incertitude autour de 3%. Nous retrouvons donc des mesures qui ont été effectuées par Kondo et al., qui sont les seules autres données présentes dans la littérature. Et ici, donc, où ils ont utilisé la même méthode que nous. Et ici, ces données, ils ont utilisé une méthode un petit peu différente. On constate qu'on a une différence de pression partielle d'oxygène avec ces moteurs, ce qui pourrait avoir impacté les mesures de tension, enfin, les résultats, les valeurs de tension de surface. Et on a donc une tension de surface de la zircone qui est autour de 0,82 newtons par mètre entre 2700 et 2900 degrés. Et enfin, nous avons pu également obtenir des données pour la viscosité de la zircone. Donc, nous voyons ici nos mesures qui montrent une décroissance exponentielle lorsque la température augmente, donc plutôt une décroissance de type Arrhenius. Nous avons ici donc les mesures de Kondo et al. Qui sont assez en accord avec nos données. Et donc voici l'équation qui peut être obtenue en s'ajustant à nos données. Et donc, après avoir obtenu ces mesures par lévitation aérodynamique sur la zircone, on peut, nous allons maintenant nous intéresser à deux autres compositions, donc comprenant un temps d'oxydation du zirconium de 43 et 69%, donc qui vont correspondre à différents scénarios accidents graves. Et donc cette fois-ci, les mesures ont été effectuées donc, au CO4 d'arrage avec la méthode de pression maximale de bulle, donc sur le dispositif VT du CA d'arrage.
Donc, le dispositif Viti, on peut le voir ici. Donc, c'est une cuve en acier de 70 litres qui peut fermer donc, de manière étanche et qui comporte pardon, un chauffage à induction. Donc, on peut voir ici les quatre spires et qui comporte différents modules et différentes configurations qui permettent de réaliser plein de mesures à petite échelle. Donc là, mes échantillons faisaient une centaine de grammes. Et donc, j'ai utilisé la méthode de la pression maximale de bulle, donc MBP. Et donc, c'est celle qui nous intéresse car elle permet d'obtenir des mesures de tension de surface et de masse volumique. Donc, pour cette méthode, nous avons ici notre échantillon qui est placé au sein d'un creuset, qui va être placé donc au centre de nos spires d'induction. Et la particularité, donc, une fois de plus, nous avons des pyromètres pour mesurer la température. Nous avons un système d'isolant afin de confiner la chaleur et et minimiser les gradients thermiques de notre échantillon. Et donc, pour la méthode de pression maximale de bulle, nous avons ici un capillaire qui va être inséré dans notre liquide à haute température. Il y a du gaz qui circule au sein de ce capillaire. Il est également relié donc, à une table de translation micrométrique ce qui permet de connaître précisément sa position. Il est également relié à un capteur de pression. Donc, lorsqu'on va introduire ces capillaires au sein de notre échantillon liquide, ça va conduire à la formation de bulles, comme on peut le voir ici, qui vont se traduire par des petits pics de surpression sur notre signal temporel. Donc, on va ensuite effectuer ces bulles à différentes profondeurs au sein de notre échantillon, ce qui va nous donner ce type de géographique. Donc, on peut voir ici toutes les bulles qui ont été faites donc, à deux profondeurs différentes, ainsi qu'ici la plongée du capillaire entre les deux profondeurs. Et lorsque nous allons tracer la profondeur d'immersion, non, la surpression en fonction de la profondeur d'immersion, on va obtenir ici une droite. Donc les deux extrémités ici correspondent euh, au point à profondeur constante. Donc, on peut voir que les points sont assez resserrés, donc que nous avons des bulles qui se forment de manière assez régulière. Et la partie linéaire de la droite, donc ici, correspond à la descente du capillaire. Et grâce à la loi de Laplace-Young, on sait donc que la tension de surface va être reliée à l'ordonnée à l'origine de cette droite et que la masse volumique va être reliée donc à la pente de notre droite, ce qui nous permet d'obtenir nos propriétés. Donc voilà, voici donc dans ce graphique, nous pouvons voir les données que nous avons obtenues en ce qui concerne la masse volumique. Donc les températures ont été normalisées par rapport à la température de l'équidus afin de pouvoir représenter différentes compositions du système Z0. Donc nous avons ici nos deux mesures qui nous donnent une masse volumique de 5700 kg par mètre cube. Nous avons ici en haut la masse volumique du zirconium et nous avons ici la masse volumique de la zircone, donc à la fois nos mesures et effectuées au CNFI, donc en lévitation aérodynamique, et les mesures de Kohara. Et nous avons ici d'autres mesures donc pour différents degrés d'oxydation du zirconium. On voit qu'il y a plutôt une tendance que lorsque la fraction molaire d'oxygène augmente, on va avoir une diminution de notre masse volumique. Mais cependant, cela ne se retrouve pas pour nos deux mesures. Et cela pourrait s'expliquer par la présence de tungstène qui a été constatée en faible proportion aux abords du creuset dans nos échantillons. Donc, étant donné que le tungstène est un élément assez lourd, il se pourrait que cela ait augmenté artificiellement la masse volumique de nos échantillons. Et on voit que pour la plupart des compositions, la masse volumique va avoir tendance à décroître lorsque la température augmente.
En ce qui concerne la tension de surface, donc on a fait le même type de graphique, donc avec une température normalisée par rapport à la température de liquide 10. Et nous avons ici le point, donc à la fois les mesures sur la zircone, mais également en rose et ici en bleu-vert, nos deux mesures obtenues sur VT. Cette fois-ci, donc, on observe que lorsqu'on va rajouter de l'oxygène au sein de notre zirconium, la tension de surface va diminuer et c'est de manière asynchrone. Donc, par exemple, nous avons ici, avec 2% molaire d'oxygène, on observe une baisse assez importante de la tension de surface. Donc voici une vue en coupe dans les échantillons. Et les analyses post-mortem ont permis de se rendre compte que la composition avait été légèrement modifiée durant l'essai. Donc pour conclure sur l'étude de ce système, on a pu développer donc, un protocole de mesure en lévitation aérodynamique pour s'adapter aux spécificités de la zircone, qui nous a permis d'obtenir des mesures de masse volumique, de tension de surface et de viscosité entre 2715 et 2900 degrés. Nous avons également, grâce au dispositif BT-MBP, pu réaliser des mesures sur deux compositions inédites du système ZRO et réaliser donc, des analyses post-mortem sur ces compositions donc, qui nous ont permis de constater que justement la composition pouvait varier à haute température. Et donc, on a pu voir également donc, la complémentarité de ces méthodes qui permettent donc à la fois de mesurer, pas forcément les mêmes, qui permettent de mesurer des propriétés thermophysiques, pas forcément toujours les mêmes. Donc, on peut voir qu'en lévitation aérodynamique, on peut obtenir la viscosité également, qu'on ne peut pas obtenir avec la méthode de la pression maximale de bulle. Mais que, par contre, les précisions également donc, avec la pression maximale de bulle, on va avoir une meilleure précision sur la tension de surface, alors qu'en lévitation aérodynamique, on aura plutôt une meilleure précision sur la masse volumique. Et donc, ces méthodes sont complémentaires et également, de par les températures qu'elles permettent d'atteindre et des matériaux qui peuvent être mis en œuvre. Nous allons donc maintenant passer à l'étude des propriétés, donc cette fois-ci du système UZ-AVO, ainsi qu'à la modélisation. Donc, si on regarde une fois de plus au niveau de l'état de l'art, on peut voir que cette fois-ci, il y a encore moins de données qui existent, ce qui peut s'expliquer par les nombreuses difficultés de mesure de ces méthodes, et, non, les nombreuses difficultés inhérentes à la réalisation de ces mesures, et que cette fois-ci, toutes les mesures ont été réalisées avec des méthodes avec contact. Donc, il y a plusieurs compositions. Donc, ici, où on est stoichiométrique en oxygène, également des compositions où on est sous-stoichiométrique en oxygène. Par contre, aucune analyse de la composition après les essais n'a été réalisée. Et pour chacune des données, pour chacune des propriétés, il y a une ou deux publications qui donnent quelques mesures, mais on voit qu'il y a quand même assez peu de connaissances sur les propriétés de ce système qu'on peut retrouver dans la littérature. Donc pour notre étude, donc, nous avons choisi donc, de nous restreindre au corium en cube et nous nous plaçons dans le cas des réacteurs à eau pressurisée, donc, qui sont ceux qui équipent le parc nucléaire français. Et nous avons un rapport molaire U sur ZR de 1,2. Et nous avons choisi de sélectionner donc, différents degrés d'oxydation du zirconium qui vont correspondre à différents scénarios accidents graves où la gaine va s'oxyder de manière plus ou moins rapide. Donc nous allons partir du C0 où nous avons uniquement du zirconium qui va être initialement à l'état métallique jusqu'au C100 qui est un corium totalement oxydant. Et nous avons réalisé donc, ces mesures avec le dispositif expérimental de pression maximale de bulle. Et dans un premier temps, nous avons déterminé donc, le solidus et surtout le liquidus de chacun de notre corium par calcul thermodynamique, donc avec le logiciel Thermocalc. Et nous pouvons voir qu'en utilisant deux bases de données différentes, donc la Nuclea et la TopID,
Nous avons des écarts sur certains coriums qui peuvent aller, comme ici pour le C30, jusqu'à près d'une centaine de degrés d'écart sur ces températures. À la suite des essais, donc j'ai également réalisé des analyses par microscope électronique à balayage, donc par BDS, sur les compositions. Et nous nous sommes rendus compte que la composition avait varié assez significativement pour certains coriums. Donc nous pouvons voir ici en orange, donc nous avons nos points, donc nos compositions initiales, et en violet, nos compositions finales, donc surtout le C0 donc, et le C30 et le C70, nous pouvons voir qu'ils ont varié. Et nous voyons cela surtout dans ce diagramme ici. Donc nous avons en trait plein les compositions initiales, en trait hachuré, donc ce sont les compositions finales. Donc, nous avons en vert l'oxygène, en orange le zirconium et en bleu l'uranium. Et donc, pour chacun, donc la fraction molaire, pardon, pour chacun de nos coriums, donc le C0, le C30, le C50 et le C70. Et nous pouvons ajouter également le degré d'oxydation du zirconium. Donc, nous pouvons voir que pour le C0 et le C30, la fraction molaire d'uranium a diminué. Pour le C50, il n'y a pas eu de modification significative de la composition. Et pour le C70, c'est la fraction molaire de zirconium qui a diminué. Et nous voyons cela d'autant plus lorsque nous ajoutons le ratio U sur V d'R à ce graphique. Donc, initialement, nous avons ici un ratio molaire de 1,2, donc qui était identique pour tous les coriums. Et nous pouvons voir que pour le C0 et le C30, ce ratio a diminué de la baisse en raison de la diminution de la fraction molaire d'uranium. Et au contraire, donc ce ratio U sur ZR a augmenté ici pour le C70. Et donc c'est lié à justement cette diminution de la fraction molaire de zirconium. Voici donc les résultats que nous avons obtenus en ce qui concerne la masse volumique. Donc, les températures ont été normalisées donc, par rapport à la température de liquidus pour pouvoir comparer les différents coriums. Et nous avons ici donc, représenté avec une échelle de couleur leur degré d'oxydation. Et nous avons donc les points, les triangles ici qui sont les données de la littérature. Et donc, nous pouvons voir que nous avons une masse volumique qui varie entre 7400 et 8200 kg par mètre cube en fonction de la composition de notre corium. Avec une seconde échelle de couleur, nous pouvons ajouter ici, donc sur ce second graphique, le ratio U sur ZR. Donc, nous avons ainsi une vue complète de la composition de notre corium. Donc, en sélectionnant des points qui ont la même composition, donc les points qui sont ici entrés en rouge, nous pouvons voir que pour une composition fixée, la masse volumique a plutôt tendance à décroître lorsque la température augmente. Et nous constatons également donc, que les compositions les plus oxydées, comme par exemple ce point ici, a également un rapport U sur ZR qui est plus élevé. Et donc, il est possible que ces deux paramètres aient un effet corrélé sur la masse volumique. En ce qui concerne les mesures de tension de surface, donc une fois de plus, nous avons normalisé la température par rapport à la température de liquidus. Et donc ici, nous avons donc l'échelle de couleur qui représente une fois de plus donc, le degré d'oxydation de notre zirconium. Et on observe donc cette fois-ci une tension de surface entre 0,64 et 0,71 newton par mètre selon la composition. Et on peut voir donc ici pour ces trois points donc, dont la composition est identique que nous observons donc, une décroissance linéaire de la tension de surface lorsque la température va augmenter. On peut ensuite s'intéresser à ce second graphique où nous avons donc ici donc, le degré d'oxydation de notre zirconium et en échelle de couleur, cette fois-ci nous avons donc le ratio U sur ZR
Et on s'aperçoit donc une fois de plus que les compositions les plus oxydées sont celles qui ont un rapport U sur le d'air qui est plus élevé. Mais cependant, en se plaçant, donc en sélectionnant donc, ces deux points ici, nous pouvons voir que pour, donc pour un degré d'oxydation semblable, les compositions donc, avec un ratio U sur ZR plus élevé semblent avoir une tension de surface plus faible. Et nous pouvons donc observer donc, que la tension de surface décroît lorsque le ratio U sur ZR augmente et également lorsque le degré d'oxydation du zirconium augmente. Pour conclure sur l'étude des propriétés de ce système UZRO, on a vu donc qu'il était possible de faire des mesures expérimentales de propriétés thermophysiques du corps liquide, donc à la fois de masse volumique et de tension de surface, mais c'est cependant un challenge expérimental en raison à la fois des températures à atteindre et également de la mise en œuvre de matériaux nucléaires, et que le domaine expérimental est très vaste à la fois en température et en composition. Il ne va donc pas être possible de mesurer expérimentalement toutes les propriétés qui nous intéressent. Et c'est pourquoi on a besoin de les prédire pour pouvoir et de pouvoir les extrapoler. Pour cela, nous avons choisi de nous intéresser à la tension de surface et de manière exploratoire, nous avons utilisé donc une approche thermodynamique pour la modéliser en nous basant sur l'équation de Butler. Donc, dans le modèle de Butler, on a deux phases. La phase alpha qui, dans notre cas, va représenter notre liquide et la phase bêta qui, dans notre cas, va représenter notre gaz, qui sont séparées ici donc, par une interface gamma. Et nous avons donc la tension de surface qui est égale à la dérivée de l'énergie de Gibbs par rapport à l'aire de l'interface. Donc, c'est des travaux de modélisation qui ont été réalisés donc, en collaboration avec un autre doctorant au CEA Cadarache. Et donc, l'équation de Butler nous dit que pour chacun des éléments que l'on va considérer, la tension interfaciale pour cet élément est égale à la différence de potentiel chimique entre l'interface et la phase alpha, donc qui est ici notre liquide, divisé par la surface molaire partielle pour cet élément. Et ces tensions de surface donc, sont égales pour chacune des éléments et donc est égale à la tension de surface globale de notre système lorsque l'on est à l'équilibre. Et donc, pour modéliser le G de l'interface, donc l'énergie de Gibbs de l'interface, comme nous n'avons pas ces données-là, nous avons choisi dans un premier temps donc de prendre tout simplement un paramètre phi et donc qui représente la fraction de liquide dans l'interface et donc de dire que notre interface, enfin, que le G de notre interface était en partie composé de celui de la phase liquide et de celui de la phase gazeuse. Donc, nous avons ici donc l'équation finale qui a été implémentée. Donc, où nous retrouvons bien notre paramètre phi, donc, qui représente la fraction de liquide dans l'interface. Et nous pouvons commencer par faire une petite étude de sensibilité à ce paramètre phi. Alors, on peut voir que lorsque ce paramètre va augmenter, la tension de surface va diminuer. Et lorsque le paramètre phi vaut 1, donc c'est-à-dire qu'on n'a que du liquide dans l'interface, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'interface, on voit qu'on obtient bien une tension de surface qui va être nulle. Donc, voici les résultats que nous avons obtenus donc, pour un phi égale 0,6, qui était celui qui permettait de reproduire au mieux les données. Donc, ceci, c'est pour le corium C0, donc celui le moins oxydé. Nous avons pu avoir ici en rouge donc, plusieurs points expérimentaux. Nous avons donc utilisé à la fois la composition donc, initiale, mais également la composition après analyse de nos échantillons. Et pour les deux bases de données Nuclea et TFID, on peut voir que tous les points n'ont pas pu être calculés pour toutes les bases en raison de problèmes de convergence. On voit cependant qu'on obtient un bon ordre de grandeur de la tension de surface, mais que cependant la variation en température
semble assez éloigné de ce qu'on a obtenu expérimentalement. Et pour le C30, c'est ce même phi égale 0,6 qui permettait également de reproduire au mieux les données. Donc on a une fois de plus donc, nos compositions initiales et nos compositions finales réelles de nos échantillons. Les calculs réalisés donc avec nos deux bases de données. Et cette fois-ci, on voit qu'on, même si la valeur de tension de surface est un peu plus éloignée de ce qu'on a mesuré expérimentalement, on observe une décroissance en température qui semble assez semblable. Et donc, ces résultats sont assez encourageants car même si des ajustements restent à faire, on s'aperçoit qu'il semble plutôt possible d'obtenir des valeurs en modélisation avec cette méthode qui semble assez en accord avec nos valeurs expérimentales et que la valeur de phi semble identique au moins pour ces deux corium. Donc ce sont des premiers résultats qui sont assez encourageants là-dessus et qui restent à poursuivre. Donc, pour conclure, lors de cette thèse, une méthodologie a été mise en place pour obtenir des propriétés fiables. Et cette méthodologie est donc basée sur le triptyque température, composition et mesure. Au niveau de la température, on a vu qu'il était important de corriger la température obtenue par spirométrie pour estimer au mieux la température réelle de notre échantillon. Au niveau de la composition, on a vu que à cette température élevée, il pouvait se produire une modification assez importante de la composition durant les essais sur nos liquides, soit que ce soit une pollution de notre échantillon en raison du creuset, soit que ce soit une partie de notre échantillon qui vaporise. Et enfin, au niveau des mesures, donc nous avons vu la complémentarité des dispositifs avec et sans contact, à la fois au niveau des matériaux qu'on pouvait mettre en œuvre avec, euh, et également, euh, des différentes précisions qu'on pouvait obtenir sur les différentes propriétés. Nous avons également donc, amélioré donc, le post-traitement pour les deux méthodes utilisées, donc la lévitation aérodynamique et la pression maximale de bulle. Et nous avons également pu estimer nos incertitudes de mesure. Et donc, grâce à tout cela, nous avons pu obtenir des mesures inédites donc de masse volumique, tension de surface et viscosité donc sur des matériaux non actifs tels que la zircone, des composants donc, du système d'Adaro, et également sur le fer. Et également, nous avons pu réaliser des mesures inédites donc de masse volumique et de tension de surface sur des matériaux actifs et donc sur un corium prototypique Usadero. Au niveau des perspectives, il serait intéressant de pouvoir comparer les méthodes sur une même composition. Nous n'avons pas pu malheureusement réaliser cela dans le cadre de cette thèse en raison du temps limité, mais également car cela nécessite de bien sélectionner les matériaux et les gammes de température ainsi que les propriétés. Il serait donc intéressant de réaliser cela. Il faudrait également donc, pour pouvoir poursuivre la modélisation des propriétés, à la fois donc, en continuant les travaux donc, sur cette approche thermodynamique de Butler qui donne des résultats encourageants. Et également, nous savons que des travaux sur la dynamique moléculaire sont en cours. Dans d'autres laboratoires aussi à Cadarache et pourraient également permettre de prédire nos propriétés thermophysiques. Et enfin, il faudrait pouvoir à long terme développer et incorporer ces données donc, dans une base de données propriétés thermophysiques, donc à la fois en l'enrichissant donc, de mesures sur d'autres compositions du système Usedaro qui nous intéressent, mais également petit à petit y ajouter d'autres composants, à la fois donc, les éléments d'alliage du zircaloy, puis de l'acier, les différents éléments du béton et les produits de fission, car nous avons vu que parfois une petite quantité d'un élément pouvait avoir un impact important sur une des propriétés.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci bien, Caroline. Y a-t-il des questions? N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez, en vérifiant évidemment que votre micro est ouvert. Moi, j'aurais peut-être une question, Gilda. Vas-y, je Donc, t'en prie. oui, rapide, peut-être pas, je sais pas être entièrement attentif. Donc, si on prend les bases de données thermodynamiques, type thermocalque, elles sont de plus en plus renseignées avec des données de viscosité, de tension de surface, de grandeur. Alors, j'ai peut-être pas que ces données-là ont été aussi exploitées dans ces travaux ou elles n'étaient pas accessibles dans les bases de données renseignées ou exploitées ou Euh, utilisées. non, du coup, elles étaient pas dans les bases de données qui est utilisées. Et du coup, D'accord. D'accord. Oui, parce qu'elle commence à arriver, je veux dire, sur d'autres alliages, d'autres systèmes, c'est des enseignements qu'on obtient. Alors, plus ou moins fiable, on va dire, on peut après être critique. Mais d'accord, effectivement. Donc pour l'instant, c'est pas dans les bases de données thermodynamiques. Moi, je regarde avec FactSage, hein, je travaille plutôt avec FactSage et c'est pareil. Il y a effectivement un module maintenant qui s'est ajouté depuis quelques versions pour la mesure enfin, pas la mesure, le calcul de viscosité plutôt. Il contient pas mal d'oxydes pour des applications sidérurgiques, mais typiquement la zircone n'y est pas. Donc, ni toute seule, ni avec aucun autre oxyde. D'accord. Donc c'est encore incomplet pour ces Peut-être que matériaux-là. c'est le même cas pour Thermocal, que je la connais pas assez, mais ça commence, mais avant d'avoir traité les différents mélanges possibles, il y a encore du boulot, je pense. Donc c'est même un problème d'espèces chimiques, de ce que je retiens. C'est pas seulement un thème d'un problème de propriété, c'est même des espèces qui vous intéressent, ne sont pas toujours présentes dans les bases de données thermodynamiques. Oui, oui, oui. Dans les milieux des oxydes, bah, ça, enfin, encore une fois, je parle pour Faxet, je connais moins bien le thermocalque, mais typiquement, ce que l'on voit, c'est que ça a été développé par rapport à des applications particulières, hein. Les gens qui sont en train de développer les bases auxquelles on peut accéder, les données donc, auxquelles on peut accéder, bah, voilà, on était au début dans les oxydes de laitier, hein, typiquement, pour la sidérurgie, et puis petit à petit, cette base s'étoffe. Enfin, il reste encore pas mal d'oxydes et de combinaisons d'oxydes aussi en solution, hein, qui n'ont pas été traitées, hein. D'accord. Merci. Une autre question? C'est Pierre, là. Moi, j'avais une question sur l'étalonnage en température. En fait, il y a un point d'étalonnage qui a été fait ou il y a différents corps purs qui ont été passés pour calculer les corrections vis-à-vis de la mesure pyrométrique. Du coup, pour la zircone, je l'ai effectuée donc de manière systématique. Pour chaque bille, en fait, à chaque fois, j'ai appliqué du coup la correction que j'obtenais à la bille concernée. Et après, sur Viti, donc on avait fait auparavant donc, des essais de chauffage donc sur d'autres matériaux et donc j'ai pu obtenir une sorte d'abac et qui m'a permis de corriger ensuite la température avec donc, tous les matériaux. D'accord. Et il y avait la correction dépend de la température ou- Euh, j'ai supposé enfin, que la correction ne dépendait pas trop de la température à cette température-là. Ouais. Mais après, sur Viti, on était sur des pyromètres bichromatiques, donc il y avait assez peu de corrections enfin, par rapport à ce qu'on avait sur la zirconie. Parce que avec la méthode de lévitation, on n'a qu'un seul, à moins d'avoir le spectre d'émittence mesuré par infrarouge, hein, de temps en temps on l'a, auquel cas on connaît l'émissivité. Sinon, sinon, en fait, on se base sur le point de cristallisation à condition qu'elle ait un, ou sur le point de fusion quand on arrive à contrôler la rampe de fusion aussi éventuellement. Le plus facile étant quand même le point de cristallisation, là qu'a montré Caroline, à condition d'en avoir un, bien sûr. Ça, c'est vraiment
la grosse problématique de ces mesures de température sans contact, évidemment, hein, à chaque fois. Hein. C'est toujours les mêmes questions. Ouais. Tous les utilisateurs de pyromètres travaillent sur ce sujet-là et essayent de faire au mieux. Hein. Mais selon les situations, il y a quelquefois pas de solution idéale pour pouvoir faire les mesures. Hein. Parce qu'il faut, là, typiquement, on fait l'hypothèse que dans la zone où on reste en liquide, hein, finalement, on est à une longueur d'onde où l'émissivité varie peu en fonction de la température. C'est ça D'accord. l'idée. D'accord. Une autre question, une dernière peut-être vu l'heure. Bon, moi, j'aurais peut-être juste une question, si je me permets à nouveau, sur la modélisation qui a été donnée donc, de sigma I. Je n'ai peut-être pas été très attentif, mais le I, c'est une espèce chimique, c'est ça? Oui. Et donc, selon les espèces, on obtient des Euh, termes différents ou voilà, Euh, oui. Des- Comment est-ce qu'on a un système qui a plusieurs espèces? Comment on arrive à conjuguer la valeur de sigma I avec une valeur commune pour l'ensemble des espèces? Justement, en fait, c'est le principe du coup d'utilisation de cette équation. C'est qu'on va chercher du coup à minimiser les écarts entre les sigma i. Et du coup, là, on parle du principe qu'à l'équilibre thermodynamique, on va avoir tous les sigma i qui vont être égaux et qui vont être égaux justement à la tension de surface. Et donc, en fait, c'est une minimisation des écarts entre ces sigma i. Mais donc, c'est le phi qu'on essaye d'estimer à ce moment-là pour minimiser les écarts, ou non? Non, en fait, là, le prix, c'est. Enfin, du coup, on l'a fixé pour coller au mieux à nos résultats expérimentaux. Mais en fait, après, c'est un algorithme, du coup, qui on utilise en univers. mais Mais sur... Vas-y, vas-y. c'est sur quoi que l'algorithme minimise finalement? Quelle grandeur il va chercher Ouais. sur quelle grandeur il va travailler pour minimiser les écarts? Ça, je sais plus exactement. Mais il me semble que, du coup, ça va minimiser. On va du coup calculer nos potentiels chimiques. Oui, le potentiel chimique de l'interface, là, UI sigma en fait. Oui, donc Donc, c'est ça, en fait, qu'on va minimiser. C'est lui qui est ajusté sur chaque élément du mélange. et ajuster en fonction de. Donc, on cherche sa valeur finalement, Oui, pour que les sigmas deviennent tous égaux entre eux. mais ce MUI étoile sigma dépend également de l'espèce I. Donc, c'est un ensemble de MUI sigma Voilà, c'est qu'on doit ça. ajuster. Voilà. Mais, Parce que le MUI alpha aussi hein, dépend de chaque I, hein, évidemment. Hein. mais le MUI sigma étoile il est ajusté on prend n'importe quelle valeur ou on doit respecter des bases de données thermodynamiques. C'est ça? Bah après, là, du coup, on a utilisé du coup, les bases de données thermodynamiques. Euh, et après, il y a des reformulations. Enfin, par exemple, là, on estime du coup le potentiel chimique réduit en prenant donc, une partie de celui du liquide, une partie de celui du gaz, pour suivre l'interface. Donc, c'est le X sigma et le phi sur lesquels on travaille pour avoir ce MUI sigma étoile et décroître des écarts entre les sigma I. En fait, le X, ça va être la composition. Et oui, en fait, dans un premier temps, on va bien chercher la composition de l'interface en disant qu'elle n'est pas égale à celle des phases et que c'est pas et qu'il y a forcément un peu de tout dedans. Et en fait, une fois qu'on va avoir, en fait, on va chercher la composition de l'interface de manière à pouvoir minimiser notre potentiel chimique et c'est ça qui va ensuite nous permettre de calculer la tension interfacielle. D'accord. Ok. En fait, il y a deux étapes, hein. Il y a deux questions qu'on se pose. La première, c'est quelle est la composition de l'interface par rapport à la composition de la phase liquide ou de la phase gazeuse. Il y a une différence, hein. La couche limite du liquide, du fait de l'insatisfaction d'équilibre des charges avec l'oxygène notamment, puisqu'il y a une partie, c'est la base même de la notion de tension de surface, c'est qu'il manque des atomes sur la moitié du volume. Hein. Donc, ça, c'est la première question. Et pour répondre à cette première question, en fait, c'est basé sur le principe que les tensions de surface élémentaires doivent toutes être égales. Et quand elles sont égales, on considère que ça correspond à la tension de surface sigma de l'interface.
Et la deuxième question, c'est que comme ce sigma-là, il est aussi calculé par rapport à l'énergie de Gibbs, là, c'est la relation qui est en bas, bah, en fait, il faut déterminer cette énergie de Gibbs de l'interface aussi. Et l'idée, c'est la deuxième chose, cette énergie de Gibbs de l'interface, elle est basée sur une combinaison de l'énergie de Gibbs de la phase liquide et de l'énergie de Gibbs de la phase gazeuse. Et donc, cette combinaison, ici, c'est le choix de la partition avec phi qui a été réalisée, donc une proportion complémentaire, quoi. Voilà. Donc, ça se fait un peu en deux temps, en quelque sorte. Ça répond à ces deux questions. Donc, on recalcule des potentiels par rapport à G sigma à ce moment-là. Oui. D'accord. Et phi, donc, comme c'est écrit, c'est une partition, c'est une partie de liquide ou une quantité de liquide qui se trouve dans l'interface. Voilà, alors c'est pas la partie de liquide, c'est la contribution de la partie liquide en énergie de Gibbs dans l'interface. Puisque c'est directement sur l'énergie de Gibbs. C'est pas une quantité massique, par exemple, parce que ça n'a pas en même temps, ça n'a pas cette interface, elle est représentée assez épaisse pour qu'on la voit, mais en fait, elle n'a pas de volume normalement, cette interface. Donc c'est une partition de l'énergie de Gibbs, c'est pas une partition de quantité de matière. Donc, sigma, c'est aussi une grandeur sur laquelle on travaille pour minimiser les écarts. Phi, pardon, excuse-moi, phi, c'est une grandeur Oui, sur laquelle on voilà. travaille. Donc le phi, c'est les points que Caroline a montré après. En fait, on a juste phi pour que ça passe au mieux par les points mesurés, en fait. Enfin, surtout pour avoir une valeur identique de sigma i. Non. Sigma I, alors là, je ne sais pas trop. Là, c'est vraiment ce que fait Arthur. Donc, je ne sais pas à quel moment, s'il fait tout en même temps ou si il fait en deux temps séparés. Là, Oui, parce que sans peut-être voir tous les détails, de ce que je comprends, c'est qu'il y a un travail, en étant très large, un travail sur les paramètres à la fois pour retrouver des sigma identiques entre toutes les espèces et des données cohérentes avec la littérature. Voilà, c'est ça. Avec la littérature ou nos données expérimentales en l'occurrence, puisque personne n'avait mesuré ces valeurs-là avant. D'accord. Certaines Ok. valeurs. Merci. Oui, en fait, là, dans un premier temps, le phi, on l'a choisi fixe comme paramètre. Enfin, après, on peut l'ajuster, mais du coup, enfin, peu importe la valeur de phi, il va toujours pouvoir nous sortir une valeur de tension d'interface. D'accord. Mais merci. Merci. Bien, à moins qu'il y ait encore quelqu'un qui finalement a une question, sinon je pense qu'on va pouvoir s'arrêter. Une dernière annonce, vous avez vu que dans les perspectives, Caroline évoquait l'intérêt de faire une comparaison entre les différentes techniques. Sachez que dans le cadre de la Société française thermique, un certain nombre d'entre nous qui étions là aujourd'hui vont assister à une journée le 16 mai. Ça sera très certainement sur Paris. C'est Michael Courtois et Jules Delacroix qui organisent cette journée où on a lancé une intercomparaison justement des différentes techniques de mesure des propriétés thermophysiques dans un champ très large. Il n'y a pas que ces trois-là, il y en a d'autres aussi, où l'idée c'est de partir sur deux matériaux de base. L'un c'est l'alumine et l'autre c'est le fer. Comme ça mélange un peu de communautés éventuellement. Et puis, chacun a reçu un échantillon issu du même batch et fait ce qu'il peut faire de mieux. Et on se retrouve le 16 mai pour montrer nos résultats et ensuite continuer la démarche en décidant de faire une intercomparaison peut-être un petit peu plus cadrée avec une sorte de cahier des charges en quelque sorte. Voilà, donc si ça vous intéresse de voir comment ces techniques sont utilisées et quelles peuvent être la comparaison entre elles, ça sera le jeudi 16 mai. Pour ma part, eh bien, je vous remercie d'avoir assisté. Merci pour Caroline. Merci à Caroline. Et puis, Merci encore. n'oubliez pas donc le 21 février, Flimogis, la thermodynamique d'alliage du système fer-carbone. Et je crois que j'ai tout dit. Pierre et Sophie, si vous avez autre chose. Sinon, je vous dis au revoir. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au Merci. revoir. Merci Au encore. revoir.